Willkommen, bienvenue, welcome pour une nouvelle vidéo. Tchim tchim. Ça fait 3 semaines qu'on ne s'était pas vu, je n'en ai pas profité pour prendre des vacances, j'en ai profité pour travailler. C'est la seule et unique raison pour laquelle je n'ai pas fait de vidéo, c'est que j'avais beaucoup de boulot et des choses de prévues les week-ends, donc j'ai préféré côtoyer ma famille et mes amis plutôt que de pas perdre du temps, mais de devoir filmer une vidéo, la monter. Ça prend quand même, je vous l'ai dit, 2 à 3 heures chaque week-end, donc j'avais pas le temps, tout simplement. En témoignent mes marques de bronzage très délicates et subtiles. Je travaille en extérieur depuis 15 jours, malgré les canicules, les chaleurs, malgré la pluie, malgré les orages, malgré le vent. Donc voilà, j'essaye de mettre des t-shirts à manches courtes parce que quand même il fait très très chaud, mais il faut que je reste professionnel car je suis avec du public quand je suis en extérieur, donc je ne peux pas me permettre d'être à poil devant tout le monde, d'autant plus que je suis dans la rue, dans un quartier. On se retrouve aujourd'hui pour faire un peu le point de cette mi-année, c'est comme ça sûrement que je vais appeler cette vidéo. Je me suis basé sur les questions du Mid-Year Freakout Book Tag, c'est-à-dire 12 questions pour faire un peu le point sur ce que j'ai lu, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, comment j'ai lu, blablabla, blablabla, blablabla. Je crois que j'ai dit à peu près tout. Normalement cet été je ne pars pas en vacances, donc il devrait y avoir des vidéos. J'ai commencé à travailler sur la rentrée littéraire, j'ai déjà lu 5 ou 6 romans de la rentrée littéraire, j'en ai d'autres en stock et encore d'autres qui doivent arriver, donc au final je pense qu'il y aura de la matière pour faire la vidéo. Et comme je ne pars pas en vacances cette année, je fais des staycations, je vais pouvoir en profiter pour lire et être chez moi, me faire du bien. Je tourne cette vidéo le 20 juillet. Normalement demain, samedi 21 juillet, je vous en fais une petite promo ici, va commencer une saga de l'été sur le podcast Demi-Molle que j'anime avec Momotte. C'est une saga en 4 épisodes, donc qui va commencer le 21 juillet et qui se poursuivra jusqu'au 2 septembre. Tous les 2 semaines, un épisode en attrait, qui a pour trait les vacances, qui va parler des vacances. Un épisode sur qu'est-ce que c'est pour nous les vacances, le repos, la déconnexion, etc. etc. Donc si vous avez des heures de route à faire pour aller en vacances, n'hésitez pas à aller checker le podcast Demi-Molle juste ici sur Spotify, Apple, Deezer, Google Podcast et que sais-je encore. C'est dispo sur toutes les plateformes, c'est des épisodes d'1 heure environ où Momotte et moi on discute, on se pose des questions. C'est très chill, très bon enfant. Si vous ne me connaissez pas trop personnellement, de façon intime, c'est quand même un podcast où on se livre plutôt ouvertement sur notre vie quotidienne et notre voilà, sur ce qui se passe dans nos vies, nos relations. Donc c'est toujours peut-être intéressant de confronter son point de vue avec celui de quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on essaye de faire avec Momotte. Voilà. Pour ce qui est des lectures, je suis mené d'un petit papier du Prince au Petit Pois, mais je crois que sa boutique n'est plus ouverte, je ne sais plus. J'ai lu à ce jour 108 livres contre l'année dernière à la même date 89, c'est-à-dire presque 20 livres de plus, 19 livres en plus, et ça fait en termes de pages 29 469 pages contre 25 689 pages l'année dernière à la même date. En gros, je lis 5000 pages par mois, ce qui revient à 18 livres et donc 277 pages par livre en moyenne, donc des livres de 300 pages, voilà. Pour les 5000 pages, 18 livres et 277 pages, ce sont des moyennes, je n'ai pas pondéré ni quoi que ce soit, c'est tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis très content de moi-même, j'ai l'impression que j'ai plus bossé que n'importe quelle année de toute ma vie cette année, et finalement j'ai réussi à lire aussi plus que l'année dernière, et à mon avis plus que la majorité des années, à part peut-être l'année où j'étais en arrêt de travail, et encore je pense que je vais arriver à la fin de l'année peut-être à 200 livres, ce qui était à peu près le nombre de livres lus quand j'étais en arrêt pendant presque 6 mois. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être que je lis de plus en plus vite. Ça, oui, je me rends compte, je lis de plus en plus vite. Là, j'ai commencé à lire des livres de la rentrée littéraire. En majorité, ce sont des livres de 300 pages. Je les lis en un jour, même si je bosse. En fait, je les commence le matin, je lis quelques pages le midi, quelques pages le soir, et le lendemain matin, je le termine et j'en commence un nouveau. Et là, ça fait une semaine. En une semaine, je crois que j'ai lu 4 ou 5 livres. C'est ce qui se passe tous les jours, c'est que je lis presque un livre par jour. Je me lève très tôt. Je vous l'ai toujours dit, j'ai cette chance-là. Je me lève vers 5h, 5h30 du matin et je ne pars travailler qu'à 8h30, 9h moins le quart. Donc ça me laisse presque 3 heures le matin de libre. Je ne lis plus pendant 3 heures. Maintenant, je lis pendant 1h30, 2 heures peut-être. Je prends du temps pour boire mon café, checker les news. Bon, bah, il y a eu les législatives, tout ça. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas fait de vidéo dernièrement. J'ai été très occupé mentalement par les législatives. Je ne commenterai pas ici, il y a trop de choses à dire. Vous êtes assez grand pour vous faire votre avis, mais je crois que j'avais déjà dit dans une précédente vidéo que j'avais voté pour le nouveau Front Populaire. Maintenant, voilà ce qui fonde notre voix. Bref, ma pile à lire.
c'est ce qui est bien aussi, c'est que j'ai quand même drastiquement réduit ma pile à lire. Je me rappelle plus à combien j'étais en début d'année, faudrait que je regarde ma vidéo, mais j'ai eu la flemme en préparant celle-ci. Mais là, je suis à 58 livres dans ma pile à lire. Alors je sais que là, jusque septembre-octobre, et même en fin d'année, ça va pas trop baisser parce que bah là, par exemple, déjà depuis 10 jours, je ne lis que des livres que je viens de recevoir. Dans ces 58 livres, je ne compte pas les livres de la rentrée littéraire. J'ai créé une étagère différente sur mon Goodreads. J'ai mon étagère pile à lire et mon étagère rentrée littéraire. Et le but, c'est qu'évidemment, l'étagère rentrée littéraire soit vide d'ici mi-septembre pour que je puisse faire ma vidéo. Hors rentrée littéraire, je suis à 58 livres. C'est là, je me rends compte qu'en 6 mois, j'ai lu 108 livres. C'est presque, je peux me dire que à la fin de l'année, j'ai plus de livres dans ma pile à lire. Ça n'arrivera pas parce qu'il y a des livres que je n'ai absolument pas du tout envie de lire là maintenant et même dans les 1 ou 2 années à venir. Je sais que c'est des classiques que j'ai trouvés en boîte à livres, que j'aime bien, que je trouve jolis et que je lirai un jour, peut-être pas maintenant. Donc je ne pense pas arriver à 0 livre dans ma pile à lire de sitôt, mais à mon avis, peut-être à 30 livres, c'est pas impossible. C'est pas un objectif que je me donne, mais je crois que j'avais déjà dit, avec YouTube, j'ai eu une période où j'ai acquis beaucoup de livres, des livres qui ne me plaisaient pas forcément, que j'ai pas envie de lire sur l'instant ou que je n'ai plus envie de lire. Donc j'ai fait divers tris, j'ai lu pas mal, je vous ai montré, à chaque fois que je faisais un tri, je vous le filme en général, donc voilà. Mais c'est hyper satisfaisant parce que je l'ai aussi très régulièrement dit, je ne suis pas de nature à accumuler beaucoup les livres, j'aime pas vraiment ça, avoir beaucoup de livres chez moi pour un souci esthétique, de place, esprit, charge mentale, je sais pas trop, hein, mais j'aime pas forcément avoir plein de livres. Donc là, je suis content que ma pile à lire tienne dans le chariot. Maintenant, j'ai 2 étages de livres, enfin, un étage recto verso de livres dans mon chariot Ikea. J'ai plus que 2 étages de pile à lire et c'est très bien comme ça. Donc je m'en félicite. Après ce petit passage de statistiques, nous pouvons passer maintenant aux 12 petites questions que compose ce tag. Et la première question est: quelle est ma lecture préférée de ce début d'année? Ma lecture préférée, j'en ai mis 2 que je n'arrive pas trop à départager. Et étonnamment, ce sont 2 gros livres tous les 2. Alors je me plais toujours à dire que j'adore les petits livres, que je préfère lire des livres de 300 pages maximum. Et finalement, quand même, quand j'ai des gros coups de cœur, c'est souvent sur des pavés. Je pense aux Misérables l'année dernière, c'est quand même presque 2000 pages. Cette année, mes 2 meilleures lectures à ce jour sont La Maison aux Esprits de Isabelle Allende, que j'ai lu il y a vraiment pas longtemps. Ah mais je vous en ai pas parlé sur YouTube, et ben ça sera dans le prochain point lecture. En fait, j'attends de lire, parce que là, j'ai 3 livres que j'ai lus hors rentrée littéraire, et depuis, je ne lis que des livres de rentrée littéraire. Donc j'aurais dû lire un 4e livre pour pouvoir vous faire un point lecture. Mais bref, je vous parle très vite de La Maison aux Esprits d'Isabelle Allende, mais ça a été une excellente découverte. Je suis très content de l'avoir lu. Et le second roman, que lui, pour le coup, je vous en ai déjà parlé, c'est Les Marins ne savent pas nager, de Dominique Scali, aux éditions La Peuplade, qui est une espèce de fantaisie, mais sans trop de magie. En fait, c'est juste une île imaginaire, avec la vie de marin, la vie de pêcheur, la vie de noble, d'aristo, et tout ça du point de vue d'une femme qu'on voit grandir de son enfance jusqu'à sa mort, à travers les 5 hommes qui ont peuplé sa vie. C'est une épopée, c'est politique, c'est un peu, pas magique, mais voilà, ça nous embarque. C'est vraiment le côté de la fantaisie que j'aime beaucoup, de la fantaisie très légère qui nous englobe et qui nous plonge dans un univers dont on doit tout découvrir car l'on ne connaît rien. C'est un régime politique différent d'une autre qui n'a jamais existé ou très vaguement. J'avais adoré. Et La Maison aux Esprits, c'est aussi pour ça. En fait, j'aime bien peut-être les romans qui se passent sur un temps long, car Les Marins ne savent pas nager, c'est sur la vie d'une femme. Et La Maison aux Esprits, c'est même sur la vie d'une famille. On est sur, je crois, 3 générations. On commence avec les grands-parents et on arrive avec les petits-enfants. On suit cette famille dans un Chili qui n'est jamais nommé, mais que l'on devine à chaque page. C'est une histoire qui est également très politique. Je pense que la politique dans les livres, ou en tout cas le propos, est devenu quelque chose qui me touche particulièrement et qui m'attire. J'aurais peut-être du mal à lire un livre sans engagement qui n'est pas un minimum militant maintenant. La Maison aux Esprits l'est, car elle traite notamment du coup d'État de Pinochet et du meurtre de Salvador Allende, qui était le président socialiste au Chili pendant un très court temps, je crois 1 année ou 2. C'est 2 épopées, 2 fresques historiques, une imaginaire fictive, l'autre réelle historique, qui m'ont fait beaucoup de bien et que j'ai lu assez rapidement. J'ai vraiment été pris dedans, j'ai tourné les pages avec plaisir, donc
un grand oui pour ces 2 livres. La deuxième question, c'est la meilleure suite de série. Alors, vous savez que je ne lis que très peu d'imaginaire, donc je ne peux pas trop vous en citer. La seule que j'aurais pu vous citer, ça aurait été La Tour de Garde si j'avais lu le 6e et dernier tome, chose que je n'ai pas faite. Je me le suis procuré, je l'ai acheté, je l'ai même fait dédicacer par Claire Duvivier, le tome 3 de Capitale du Nord, mais je ne l'ai pas lu encore. Donc j'ai mis The Nice House on the Lake, qui est une BD que je vous mets ici. Enfin, c'est un comic ou un comics, qui chez nous est édité en dur, car ce sont 2 intégrales. Il y a le tome 1 qui regroupe plusieurs comics et le tome 2. La suite n'est même pas encore écrite, donc on n'est pas prête de la lire, mais ces 2 premiers tomes ont vraiment été géniaux. J'ai lu les 2 dans la foulée, hein, donc c'est facile de dire que le tome 2 est la meilleure suite de série. Vraiment, c'est parce que c'est, je pense, la seule série que j'ai lue cette année. Un univers pas dystopique, mais apocalyptique. On nous parle de fin du monde. C'est fait de façon assez innovante, le dessin est magnifique, il y a vraiment le côté classique du comics américain avec des planches qui, elles, pour le coup, sont presque des œuvres d'art, tout en grand, qui prennent beaucoup de place, de couleurs, avec du texte mais pas trop, de l'intelligence mais pas trop, des questions qui restent sans réponse, des questions qui ont été répondues mais pas tout à fait, pas totalement. Donc c'est dommage que la suite ne soit pas écrite, hein. Vraiment, je pense que si j'avais eu tout, j'aurais tout lu d'un coup, car c'est une chose que je fais rarement, mais là, on a envie d'avoir des réponses, on a envie de savoir comment ça se finit, parce qu'on suit un groupe de personnages dans une maison un peu isolée, qui semble protégée de la fin du monde, mais on ne sait pas trop pourquoi, il y a une espèce d'entité magique, enfin, plein de mystères, et un côté un petit peu dark, glauque, assez sanglant, qui m'ont pas déplu du tout. Une nouveauté de ce début d'année, donc qui a été publiée entre janvier et juin, que j'ai très envie de lire. J'ai peu regardé les sorties jusque juin, en fait. Je me suis vraiment attardé sur les sorties de septembre pour la rentrée littéraire. Et donc, j'ai pas grand-chose. J'ai regardé dans ma pile de livres que je veux acheter, et il n'y en avait qu'un qui a été publié cette année. Ça s'appelle Afroqueer, 25 voix engagées, je crois. Je ne sais plus la maison d'édition. C'est un livre qui dresse le portrait de 25 personnes africaines, j'imagine, issues d'un pays d'Afrique, qui portent une voix queer, donc lesbienne, gay, bi, trans, intersexuelle, asexuelle, peu importe. Ça a l'air assez sympa. Je sais plus où je crois que je l'ai vu sur le compte Instagram de la librairie du Bateau Livre. Je crois qu'un des libraires du Bateau Livre à Lille en avait fait une review, ou alors ils ont peut-être même reçu quelqu'un qui a parlé dans ce texte. Je ne sais plus. Bref, en tout cas, ça me donne très envie. J'ai toujours envie de découvrir des voix queer qui ne sont non occidentales. Donc, ça serait l'occasion qui ferait le lardon, comme dirait la quiche Lorraine. Et dans les autres sorties, si, il y a une deuxième sortie que j'ai très envie de lire, là, qui a été publiée entre janvier et juin. Ça s'appelle Bravoure de Witi Maera, qui est un auteur kanak, je crois. Non, Maori, pardon, donc de Nouvelle-Zélande, qui a écrit un texte qui parle de l'homosexualité en Nouvelle-Zélande. C'est un jeune homme qui, au mariage de sa sœur, révèle son homosexualité à ses parents. Et au final, ses parents n'acceptent pas son homosexualité. Son petit copain le quitte. Et c'est une tante de la famille qui va le prendre plus ou moins sous son aile, de ce que j'ai compris, et qui va lui révéler l'histoire d'un de ses oncles qui lui aussi était homosexuel et qui est un peu tabou dans la famille. Pour exactement les mêmes raisons que Afroqueer, j'ai très envie de lire ce texte, car c'est un texte qui parle d'homosexualité dans un contexte non occidental et qui en plus m'a été recommandé, je pense, par Mallory du compte Malobooks, mais ce n'est pas la seule. J'ai vu quelqu'un d'autre en parler sur Instagram, je ne sais plus qui. Bref, c'est une maison d'édition qui est peu connue, qui doit être indépendante à mon avis, sur une voix que l'on n'a pas l'habitude d'entendre, d'autant plus dans le contexte LGBT, donc, enfin en tout cas sur une littérature homosexuelle, ça me tente. Et dans la même veine, une nouveauté, une sortie que j'attends, qui donc arrivera après le mois de juin, donc entre juillet et septembre. J'ai mis un livre de la rentrée littéraire. J'en ai mis qu'un, mais il y en a évidemment énormément, mais je vous en parlerai dans ma vidéo de la rentrée littéraire. Celui que je pense que j'attends le plus, c'est Bien-être de Nathan Hill, qui avait publié il y a déjà quelques années Les fantômes du vieux pays, qui était un gros roman sur le contexte politique un peu tendu. Je crois que c'est suite à l'élection de Trump aux États-Unis. Ou alors, oh bref, je sais plus. En tout cas, je l'ai lu à Clermont-Ferrand, peu ou prou au même moment où Trump a été élu. Mais c'était un roman hyper engagé politiquement, avec une histoire filiale entre une mère et son fils, une mère
qui, je crois, attaque un politicien à coups de un jeté de cailloux, et on suit un peu le procès, si mes souvenirs sont bons. Bref, ça avait fait forte impression. Je l'ai lu en 2016 donc, ou 2017, entre 2016 et 2018, donc ça fait déjà une paire d'années. Et là, il sort un nouveau bouquin chez Gallimard qui s'appelle Bien-être. Évidemment, c'est chez Gallimard, donc je ne le recevrai pas parce que Gallimard sont snobs et n'envoie pas de livres aux influenceurs. Mais je pense que si je dois acheter un seul livre avec mon argent de la rentrée littéraire, il y a de fortes chances que ce soit celui-ci. Une déception, bah alors j'en ai deux. Ce sont des déceptions parce que ce sont des livres qui traitent de littérature LGBT, donc j'en attendais beaucoup et je les ai, un cordialement détesté, l'autre peu apprécié. Celui que j'ai détesté, c'est Les Ardents de Alice Wynne, qui raconte une histoire d'amour entre deux soldats pendant la Première Guerre mondiale. Au début, dans un pensionnat anglais, dans les années 1913-14, ensuite dans la guerre des tranchées. J'ai trouvé ça invraisemblable, dégueulasse, glauque, malaisant, mal écrit, tout ce que vous voulez. Je ne suis même pas allé au bout du livre, pour vous dire. Un ami est allé au bout, m'a dit qu'il n'avait pas forcément plus apprécié la fin que le début. Donc pour moi, c'est vraiment de la mauvaise littérature. Et par la suite, j'ai été déçu par Felix Ever After, qui est un roman jeunesse young adulte sur la transidentité, d'autant plus de la transidentité d'une personne racisée, une personne noire. C'est donc l'histoire de Félix, qui est un jeune lycéen transgenre, et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de défauts quand même pour aborder la transidentité avec soit un public jeune ou un public jeune adulte. Un personnage qui était plutôt antipathique, qui n'était pas très bienveillant, et qui ne donnait pas forcément une belle image de ce qu'est le spectre LGBT, et en tout cas là, la transidentité. Alors je ne suis pas moi-même personne trans, mais ouais, j'ai vraiment un peu tiqué sur plein de passages dans ce bouquin, et qui montrait aussi beaucoup d'actes transphobes. Alors certes, il faut montrer cette transphobie car elle est prégnante dans notre société plus que jamais à l'heure actuelle, mais quand on destine ce livre à un public quand même assez jeune, je pense qu'on peut en mettre moins et dire plus. Cholès, Telmore, c'est ça qu'on dit, non? Telmore, Cholès? Non, Cholès, Telmore, bref. Show, don't tell, voilà, montre, ne dit pas, et là, pour le coup, avait beaucoup. Une surprise, j'en ai deux également. Le premier, parce que c'est une thématique qui ne me plaît pas du tout en littérature, c'est À l'Ouest, rien de nouveau de Heinrich Maria Remarque, qui est donc l'histoire d'un jeune homme dans les tranchées aussi. Si on m'avait mis les deux livres, par exemple, et on me dit lequel tu vas adorer, lequel tu vas moins aimer, entre Les Ardents de Alice Wynne et À l'Ouest, rien de nouveau, bah, j'aurais dit totalement l'inverse, parce que j'aurais pensé être vraiment pris par cette histoire d'amour homosexuel, ce qui n'a pas du tout été le cas. Et pour le coup, ce jeune homme hétérosexuel de Heinrich Maria Remarque dans À l'Ouest, rien de nouveau, était, mais genre, hyper touchant. C'était très émouvant comme lecture. On le suit dans son quotidien dans les tranchées, quand il est blessé ou quand il a une permission, comment il rentre chez lui dans sa famille, donc le retour en Allemagne. En plus, c'est d'un point de vue allemand. Puis le retour dans les tranchées, devoir quitter sa famille, devoir quitter son village pour retourner à la guerre. La fraternité qui s'est construite entre les différents soldats, c'était excellent. Mais en même temps, je suis pas grand monde, je suis pas quelqu'un pour dire ça, parce que c'est quand même une œuvre connue et reconnue unanimement. Et la deuxième surprise, c'était Divine Rivals, qui a été depuis traduit chez De Saxus sous le titre de Divine Rivalité par Rebecca Ross, je crois. Je ne sais plus. Je l'ai lu pour découvrir le genre de la romantasy, en étant persuadé de détester, de trouver ça mauvais, même si j'avais eu quand même de très bons échos sur ce bouquin, et c'est aussi ça qui m'a fait choisir celui-ci, c'est que beaucoup de personnes s'étaient prononcées en faveur de ce livre. Et bah bingo, j'ai beaucoup aimé. C'est évidemment pas un univers qui est énormément construit, mais une romance qui est plutôt vraisemblable. Un univers assez sympa, qui parle lui également de guerre mondiale presque, hein, qui est quand même très calqué sur les deux guerres mondiales que l'on a pu connaître sur la planète, donc pour un univers fantasy. Donc voilà, très bonne surprise. Je vous le recommande pas spécialement parce que je pense pas que vous êtes la cible, en tout cas pas tous dans mes auditeurs, mes téléspectateurs, comment on dit, je ne sais pas. Mes viewers, mes regardants. Mais voilà, si vous avez envie d'offrir un livre à peut-être un jeune adulte de votre entourage qui aime la romantasy, je pense que vous pouvez vous tourner vers Divine Rivalité, car il fait son petit bonhomme de chemin. Et en plus, c'est pas une immense série, c'est une série qui est conclue en 2 livres, donc ça coûtera pas trop cher si vous devez par la suite acheter les tomes suivants à votre connaissance. Un nouvel auteur favori, alors j'en ai mis 2, Jean-Baptiste Andréa, parce que j'ai lu maintenant à ce jour la bibliographie complète de Jean-Baptiste Andréa, avec 100 millions d'années et un jour, et je dois dire que j'ai aimé
tous les livres. Alors il n'y en a pas non plus 25 000, il y en a 3. Hein. Il y a 100 millions d'années à un jour, Marraine, 4 pardon. 100 millions d'années à un jour, Marraine, Des Diables et des Saints, puis Le Goncourt. Merde, c'est Voyage en Italie? Non, ça c'est Lily Cube. Voyage en Italie, doudoudum, doudoum, tous les deux on sera bien. Je sais plus. Le Goncourt, j'ai un gros trou de mémoire. Je le mets en auteur favori parce que dès l'instant que je lis tous les livres d'un auteur, je me dis que c'est quand même, j'ai une appétence pour son écriture, pour les histoires qu'il raconte, pour ce qu'il essaye de nous transmettre et nous faire vivre. Et d'autant plus quand j'aime tous les livres. Donc pour le coup, c'est un sans faute avec Jean-Baptiste Andréa. Et le deuxième, c'est une découverte. C'est une autrice que je ne connaissais pas avant ce début d'année et que j'ai découverte. C'est Naomi Fontaine, qui est une autrice québécoise autochtone, donc qui est issue des peuples du nord de la province du Québec, enfin même du nord du Canada, qui habite au Québec. Et j'ai lu Kwesipan, Manikate-Nish et Suni, je crois que j'en ai lu 3 d'elles, et que j'ai adoré les 3. C'est des très très courts textes à mi-chemin entre la poésie et la prose, qui nous racontent justement la vie de ces communautés dans le Québec. Donc la pauvreté, la difficulté de s'intégrer, le rejet aussi de certains Québécois envers eux, c'est toujours très très fort. 120, 130 pages à chaque fois, et l'impression d'avoir lu un texte qui en faisait 400 tellement c'est riche. Il y a une question sur un crush littéraire, j'en ai pas mis parce que c'est très rare que je tombe amoureux d'un personnage, d'autant plus dans un livre, car j'ai déjà de 1 beaucoup de mal à me figurer les personnages, malgré les descriptions, je n'arrive pas vraiment à visualiser, donc ça n'aide pas à tomber amoureux, et je tombe rarement amoureux d'un personnage. Ouais, même jamais. Donc j'en ai pas mis, j'ai pas répondu à cette question. Par contre, un personnage préféré, j'ai mis le personnage de Clara, qui est à peu de choses près un des personnages principaux de La Maison aux Esprits de Isabelle Allende. Je vous l'ai dit, hein, on suit plusieurs générations, plusieurs familles, mais Clara est quand même un des premiers enfants qu'on suit jusqu'à sa mort également. Et après on va suivre sa progéniture. Donc en fait, elle est là du début à la fin du bouquin. J'ai adoré Clara parce que c'est une femme hyper forte qui a un peu des pouvoirs magiques. La Maison aux Esprits, ça reste un roman de réalisme magique, donc il y a quand même des questions de surnaturel qui sont abordées. On y croit pas évidemment, mais ça a une place importante dans le bouquin. Le titre, c'est quand même La Maison aux Esprits, donc voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Et Clara, j'ai bien aimé ce côté un peu... pas magicienne, mais diseuse de bonne aventure et sorcière, mais pas sorcière au sens où on l'entend maintenant, un sens très féministe. Elle était une sorcière, elle était féministe, mais sans même le savoir, sans même forcément l'expérimenter, sans même le conscientiser. Elle le faisait de façon totalement inconsciente, c'était la vie qu'elle menait, avec tracas et fracas, hein, à cause de son mari, de la population qui l'entourait, mais il y a une espèce de petite cour qui se construit autour d'elle, une petite cour occulte. C'est vraiment un personnage que j'ai beaucoup aimé. Un livre qui m'a fait pleurer, alors pour pas citer tout le temps les mêmes livres, parce que par exemple La Maison aux Esprits, j'ai versé ma petite larme, À l'Ouest, rien de nouveau également, bref tout ça, mais j'ai mis Le Liseur de Bernard Schlink, qui est lui aussi un roman sur la guerre, un roman pour le coup sur la Seconde Guerre mondiale, car on va suivre une femme assez âgée qui tombe amoureuse d'un jeune homme, et lui également, non, lui pas âgé pour le coup, très jeune, je pense qu'il y a une vingtaine d'années qui les séparent, il a 15 ans quand il la rencontre, elle en a 35, et ça a pour contexte l'après-guerre, la suite de la Seconde Guerre mondiale, donc la reconstruction et tous les procès faits sur les nazis et les personnes ayant collaboré avec le régime nazi. Si vous ne connaissez pas l'histoire, je ne vais pas aller plus loin par risque de spoiler. Il y a 3 parties dans le bouquin. Chaque partie est quand même sur un temps assez court, chronologique, une chronologie courte, et raconte des moments différents de la vie des 2 personnages, et c'est quand même très très triste. Je crois qu'il y a un film, je n'ai toujours pas vu le film, mais parce que j'ai vu aucun film, je crois, depuis le début de l'année, j'ai presque pas regardé de trucs, donc je le verrai peut-être un jour si je me remets à regarder du cinéma, mais c'est pas prévu pour l'instant. Une question sur le plus beau livre que j'ai acquis. J'ai très peu acheté de livres, c'est aussi pour ça en partie que ma pile à lire a beaucoup descendu, parce que je vais pas dire que je suis pauvre, mais j'ai peu de moyens en ce moment, donc je n'achète pas de livres. J'ai acheté le mois dernier 2 livres, et je crois que ça faisait 3 mois que je n'en avais pas acheté, donc c'est vous dire. Donc plus beau livre acquis, j'en sais rien, rien, je ne réponds pas à cette question. Et un livre à lire avant la fin de l'année, mais que je possède déjà, c'est donc cette dernière question de ce Mid-Year Freakout Book Tag. Je suis trop content, je l'ai dit hyper vite, mais très mal, avec un mauvais accent.
Le livre que je veux absolument lire avant la fin de l'année, c'est parce que c'est en rapport avec une vidéo que j'ai envie de tourner et qui est déjà en écriture, d'ailleurs une vidéo que j'écris, chose qui n'est jamais arrivée en 3 ans d'existence sur la chaîne, et c'est pour ça que ça prend du temps parce que je sais pas vraiment comment faire et je tâtonne un peu. C'est Confession d'un masque de Yukio Mishima, qui est un auteur que je n'ai jamais lu, si que j'ai lu 2 nouvelles de cet auteur, dont je vous ai déjà parlé d'ailleurs, mais un auteur que je connais que très peu et qui je sais a un amour pour Saint-Sébastien, qui est également partagé avec moi-même. En fait, je suis un peu en boucle sur Saint-Sébastien. Je sais pas pourquoi. Hein. C'est un des saints qui est représenté un peu comme une figure homosexuelle, mais non avouée évidemment par l'Église chrétienne, et qui a été pris comme saint patron par les homosexuels. Et cette figure m'obsède, que ce soit dans l'iconographie, dans la sculpture, la statuaire, dans le cinéma, le livre. Donc je cherche tout ce qui a trait à Saint-Sébastien. Et on m'a dit que dans Confession d'un masque, il était question de Saint-Sébastien. Donc, je veux lire Yukio Mishima, je veux lire des choses sur Saint-Sébastien, je veux lire Confession d'un masque, car c'est la vie d'un jeune homosexuel au Japon. Donc, ce bouquin a tout pour me plaire. Je l'ai en ma possession depuis plusieurs semaines maintenant. Je le regarde là-bas, je le vois. Voire plusieurs mois même, donc il est temps que je lise. J'espère que cette vidéo un peu bilan, qu'est-ce qui s'est passé dans mes lectures ces 6 derniers mois vous a plu. J'espère que la prochaine vidéo sera un point lecture. En tous les cas, si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la faire voyager, la partager. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez vous abonner. Et je vous souhaite comme d'habitude d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes et d'être heureux.